Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La fintech discrète valorisée 20 milliards qui rebat l'écart du wealth management. Pierre-Henri Denain, CEO France Benelux de FNZ. La valeur des marques bancaires au Royaume-Uni est pas terrible pour des raisons qui sont assez compréhensibles, avec des problèmes de mis-selling, etc. En France, pendant des années, et ça reste assez vrai aujourd'hui, les banques dans l'ensemble ont des belles marques, donc on va commencer par là. Donc c'est plus difficile de concurrencer des belles marques que de concurrencer des marques qui sont pas terribles. Donc effectivement, là on va voir des différences, je pense, culturelles, mais qui à mon avis vont plus pousser à l'émergence de certains acteurs qu'à une digitalisation radicalement différente d'acteurs comparables. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler et pourtant cette discrète société présente un peu partout dans le monde est en train de redessiner des pans entiers de l'industrie du wealth. C'est en coulisses que cela se passe. Pierre-Henri m'a rejoint pour lever le mystère autour de cette société d'origine néo-zélandaise qui exécute de manière impressionnante. Nous comprenons les enjeux de ce marché éclaté aux besoins multiformes et voyons comment cela se passe dans les backstage auprès des plus gros acteurs comme AXA, Barclays ou UBS. Nous détaillons la feuille de route de cette société de 5000 collaborateurs présente dans une trentaine de pays qui administre quand même 1500 milliards d'euros. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Pierre-Henri. Bonjour Solène. C'est un épisode qui n'a quasiment jamais pu voir le jour parce que ça fait 1 an et demi qu'on postpone la date. Merci de m'avoir enfin rejoint pour l'enregistrer. Ouais, on est arrivé, j'ai dû traverser un bon quart de Paris pour faire ça, mais j'y suis arrivé, voilà, c'est ça. Merci beaucoup donc de venir nous donner un éclairage sur FNZ. J'aimerais quand même que tu te présentes avant et que tu nous expliques en fait ce passage de gros établissements financiers dans lesquels tu as été pendant des années, notamment Natixis, vers FNZ qui est une fintech qui est basée au UK. C'est un environnement pour être passé par là qui n'a rien à voir. Donc pourquoi tu as fait ce choix de quitter ? Alors, effectivement, j'ai passé quelques années dans des grandes banques. Alors, Natixis était une très belle banque d'une certaine taille. Citigroup est également une boîte d'une certaine taille. Mais en fait, quand j'ai commencé à bosser, et pour moi, c'est le secret du bonheur, c'est d'être... Quand on est dans le milieu financier, avoir du capital, ce qui va probablement impliquer un assez gros établissement, c'est sympa. Mais si on peut être dans une assez petite filiale, dans un bureau avec un peu d'autonomie, pour moi, c'est le secret du bonheur et c'est ce que j'ai réussi à faire pas trop mal durant ma carrière. Donc c'est vrai que je venais d'assez gros établissements financiers. FNZ, c'est pas non plus tout petit. Alors c'est marrant parce jusqu'il y a 2 ans, c'était vraiment pas très connu en France. Maintenant, ça reste mal connu, mais un peu plus. Comme je suis un mauvais garçon, j'adorais dans les dîners parisiens dire « Oh ouais, je bosse dans une fintech, on a levé 1,4 sur une valo de 20 millions, sur une valo de 20. » Et alors les gens disent « Waouh, 20, pas mal, et c'est quoi ta boîte ?» 20 milliards. Et puis après, tu les laisses venir, selon le degré de méchanceté de la soirée, tu les laisses venir, etc. Et en fait, on avait levé 1,4 milliard sur une valo prémonie de 20 milliards, la boîte a 20 ans, on est 5-6 000, etc. Donc c'est pas non plus une petite boîte. Ceci dit, moi, je la monte en France, à Luxembourg et en Belgique depuis 3 ans. Donc, localement, c'est vraiment une start-up à l'arrache. Top, merci beaucoup. Alors, FNZ, que je ne connaissais pas, parce qu'en fait, on s'est rencontrés avec Pierre-Henri sur un board dans lequel on était tous les deux. Et très honnêtement, je vais t'avouer, je ne connaissais pas la première fois que j'en ai entendu parler. Donc, je fais partie de cette population qui ne connaissait pas FNZ, qui est quand même un acteur donc, basé au UK, qui n'était pas très présent jusqu'à ce que tu arrives. Basé au UK. Mais présent partout dans le monde. Ouais, justement, on en reparlera tout à l'heure parce que on me demande régulièrement où est basé FNZ. En Nouvelle-Zélande aussi, c'est ça ? Alors, juridiquement, la boîte est redevenue néo-zélandaise depuis assez peu de temps. Elle est née en Nouvelle-Zélande. FNZ, ça fait partie de ces boîtes où il fut un temps, il y a très longtemps, où le F voulait dire quelque chose. Maintenant, on ne sait plus très bien. Le NZ, c'est Nouvelle-Zélande. Voilà. D'accord. Mais c'est... Comment on définit où est la boîte, où est le siège ? Ouais. Le chef, parce qu'on a quand même un fondateur, actionnaire, très présent. Ouais. Et il est l'une des raisons pour lesquelles je suis là d'ailleurs. Et il est né anglais, il a émigré en Nouvelle-Zélande à 3 ans, il avait gardé le passeport, il a monté FNZ en Nouvelle-Zélande. La boîte, quand même, on fait
plutôt des produits pour les humains que pour les moutons, donc on est assez rapidement saturé le marché kiwi, et donc elle s'est beaucoup développée au Royaume-Uni. Donc à ce moment-là, il était basé au Royaume-Uni, quelque part entre Édimbourg et Londres. Et puis à partir de 2015-16, on s'est pas mal développé aux US et beaucoup en Europe. Et donc pour une chose qui semble évidente pour lui, mais qui finalement n'est pas si fréquente que ça, il a dit voilà, on se développe en Europe, donc je vais m'installer en Europe, en l'occurrence à Munich, où il est actuellement basé. Voilà, exact, c'est ça. C'est vrai. Alors on a un directeur financier qui est à Édimbourg, un Écossais, etc. Ça a certaines qualités pour en tout cas chez FNZ, on considère que les Écossais font de bons CFO. Voilà, on a une patronne des risques qui est aux US. On a des gens qui sont un peu partout. Super. Alors, je voulais qu'on revienne sur la maturité technologique dans l'industrie du wealth management, que je connais bien. De ce que tu vois avec tous les échanges que tu as depuis plusieurs années maintenant avec les acteurs de l'écosystème, que ce soit en France d'ailleurs ou ailleurs en Europe, quels sont pour toi les besoins les plus criants ? Alors, c'est sympa d'en parler avec toi parce que je pense que tu connais ça au moins aussi bien que moi. Je pense que les besoins les plus évidents, c'est déjà l'expérience conseiller, l'expérience client. Et moi, ce que j'observe, y compris en tant qu'utilisateur, c'est que dans notre banque de tous les jours, ou bien dans le mass market, la digitalisation, ça commence vraiment à vouloir dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a des applications qui sont, notamment en France, qui sont bien, sur lesquelles on peut faire pas mal d'opérations de façon plutôt efficace. Quand on veut faire un produit un petit peu plus lourd, la signature électronique est quand même assez largement présente. Voilà, donc naturellement, on se dit si le client mass market ou assez moyen est traité comme ça, le client wealth, voilà, ça va être la Rolls. Et en fait, c'est juste l'inverse, quoi. Ouais. C'est juste l'inverse. Voilà, aussi bien pour le client final que pour le conseiller, l'expérience est factuellement très peu digitale. D'accord. Donc pour moi, c'est le point le plus, c'est le point le plus évident, en tout cas que tout le monde voit. Derrière, ça c'est la partie visible de l'iceberg, les gros enjeux en termes de coûts, mais ensuite en termes de qualité des produits, en termes de time to market, ils sont sous l'eau. On ne les voit pas, mais ils sont évidemment prégnants. Donc c'est vrai, pourquoi est-ce que le mass market est bien digitalisé ? Parce que quand on a un nombre de produits relativement limité, relativement standard, des cycles de marketing forcément relativement longs, c'est facile et pertinent de digitaliser, même s'il y a des stacks techniques qui sont pas très flexibles. Dès lors qu'on est sur des produits plus couture, plus nombreux, avec des volumes unitaires qui sont plus faibles, avec un besoin de personnalisation, de time to market court, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pas surprenant qu'on ait ce résultat. Ça, c'est sur la typologie des institutions et des produits qu'ils offrent. Est-ce que tu vois pas également des biais culturels, des problématiques aussi d'organisation par rapport à d'autres établissements qui adressent de la clientèle retail ? Pas forcément. Je pense que le problème est, je suis pas sûr qu'entre de très grandes banques plutôt dont le core business est plutôt d'être des banques privées, des très grandes banques dont le core business est plutôt d'être sur le mass market, je suis pas sûr qu'on voit des cultures ou des modes de fonctionnement ou d'ailleurs des stacks technologiques qui soient forcément très très différents. Voilà, je pense que il y a simplement beaucoup d'inertie sur les stacks techno pour des raisons dont je pense qu'on peut peut-être parler et qui sont compréhensibles. Donc voilà, c'est lié à ça. Alors ceci dit, selon les marchés, il peut y avoir des néo-banques, néo-brokers, néo-ceci, cela, qui peuvent avoir des parts de marché plus ou moins importantes. Donc ça, c'est une autre façon de répondre à ta question. Et là, effectivement, je pense que en France, par exemple, les néo-acteurs, dans l'ensemble, n'ont pas une part de marché, considérable. Et ça s'explique très bien parce que, moi, j'ai très longtemps habité au Royaume-Uni. La valeur des marques bancaires au Royaume-Uni est pas terrible pour des raisons qui sont assez compréhensibles, avec des problèmes de mis-selling, etc. En France, pendant des années, et ça reste assez vrai aujourd'hui, les banques, dans l'ensemble, ont des belles marques. Donc, on va commencer par là. Donc, c'est plus difficile de concurrencer des belles marques que de concurrencer des marques qui sont pas terribles. Donc, effectivement, là, on va voir des différences, je pense, culturelles, mais qui, à mon avis, vont plus pousser à l'émergence de certains acteurs
qu'à une digitalisation radicalement différente d'acteurs comparables. Et alors, parmi la typologie des clients que vous vous adressez, puisque vous vous adressez aussi bien aux family office qu'aux asset managers, wealth managers, private banks, etc., est-ce qu'il y en a qui, tu trouves, sont plus avancés d'un point de vue technologique que d'autres ? C'est pas évident. Et puis en plus, c'est pas évident, mais c'est variable en fait, parce que c'est des acteurs très souvent. C'est hétéroclite. C'est des acteurs qui sont eux-mêmes à l'intérieur de leur de leur peer group, qui peuvent être assez hétéroclites. Et puis très souvent aussi, ce sont de très très gros acteurs. Donc encore une fois, la France. Il y a des groupes de banques assurances qui sont dominants, qui sont de gros acteurs, qui ont des mains dans absolument tous les pots de confiture, où ils ont des parts de marché énormes, où ils ont des marques fortes. Néanmoins, dans certaines parties, il y en a qui vont être, d'ailleurs pas forcément, parfois par vision de besoins de digitalisation, parfois pour des besoins historiques, qui vont avoir des stacks un peu différents et plus digitaux. Si on revient maintenant plus spécifiquement sur FNZ, tu nous as parlé donc de la genèse, il y a une vingtaine d'années en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu pourrais nous dire nous donner quelques chiffres pour qu'on imagine? Moi, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes, donc je pense que ça surprendra peut-être l'audience, en tout cas ceux qui ne connaissent pas FNZ, et nous resituer la proposition de valeur globale du groupe. La vision de FNZ pour le client final, donc qui n'est pas notre client, nous on est vraiment dans le B2B2C, c'est de pouvoir épargner exactement comme il le souhaite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une offre très personnalisée au sein d'un univers investissable, aussi bien en termes de support que d'enveloppe d'investissement qui soit le plus large possible, en étant bien conseillé, et le tout évidemment pas cher. Et quand même, il y a une statistique que j'ai découverte en arrivant chez FNZ, c'est que, alors, je pense que c'est dans certains pays anglo-saxons, je ne suis pas sûr que ce soit radicalement différent en Europe. Quand on regarde sur toute une vie professionnelle, le pourcentage de frais qui a été capté sur la richesse par les intermédiaires financiers, l'ordre de grandeur, c'est 30 ou 40%. Donc, si on arrive à diviser ça par 2, voilà, quand on accrue tout ça sur 40 ans, ça finit par faire du vrai argent. Alors, ensuite, ce que fait FNZ, c'est vraiment on crée des plateformes en marque blanche pour les acteurs de l'épargne. Les acteurs de l'épargne, c'est absolument tout le monde. Tout le monde. C'est des banques, des assureurs, des CGP, ou en tout cas des plateformes de CGP, des asset managers, des courtiers. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qui bouge. Et ça va du mass market au high net worth, pas forcément au family office. Enfin, encore une fois, family office, ça recouvre des réalités assez diverses. Ouais. Mais je veux dire, les gens qui ont un tout petit nombre de clients extrêmement fortunés, si on a des process qui sont pas très digitalisés, c'est peut-être moins gênant. Si on a de toute façon des conseillers très baraqués, donc s'ils sont moins supportés par la technologie, ça a peut-être moins de conséquences. Alors, notre business model, c'est de faire à la fois la technologie, c'est-à-dire du software et de l'infra. On ne déploie jamais on-prem. Ouais. Et de faire également du BPO, donc de l'outsourcing de back-office. Ouais. Et c'est pas qu'on peut faire l'un et qu'on peut faire l'autre. On fait forcément tout ça. Ouais. Toute implémentation FNZ va avoir tout ça. Parfois, on fera les fronts, parfois, on fera pas les fronts, mais il y aura toujours un élément de tenue de position, tenue de compte et de back-office qui va avec. En vous reposant sur vos propres licences. C'est ça, c'est important à préciser quand même. Alors oui, exactement. Donc le modèle d'affaires, c'est qu'on a des entités contractantes qui sont réglementées. Donc dans l'Union européenne, on a un PSI irlandais et on a une banque allemande, passeportée, etc. Donc on a toujours des entités contractantes réglementées. Pourquoi ? Parce que on est toujours un prestataire essentiel d'entités qui, dans l'immense majorité des cas, sont réglementées. Mm-hmm. Donc dans pas mal de cas, c'est une nécessité. Compte tenu des services qu'on apporte aussi, c'est souvent une nécessité. Et quand bien même ça ne serait pas juridiquement ou réglementairement une nécessité, ça rend quand même tout le monde plus confortable, parce que quand on nous demande notre PCA, nos mesures de protection contre le risque cyber, etc. Quand on dit, en fait, on est dans le même business que vous, on est nous-mêmes banque, nous-mêmes PSI. On a les mêmes valeurs. Ça simplifie certaines discussions, puis ça veut dire aussi qu'on a quand même le même régulateur. Donc, voilà, donc généralement, ça simplifie pas mal de discussions. Vous êtes combien déjà ? Rappelle-moi.
On est 5500 à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà. Huge. Et d'ailleurs, c'est des chiffres qui sont difficiles à... C'est difficile d'être précis à moins de 10% parce que on grandit rapidement, mais également très souvent quand on travaille pour un nouveau client, il y a des équipes du client qui vont rejoindre FNZ. Voilà, donc il y a... Voilà, je vois. Je te disais tout à l'heure que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais en l'occurrence, c'est pas. En l'occurrence, c'est pas ça. Voilà. Ok. Alors il y a un gros fonds qui est arrivé au capital il y a quelques années. Tu as mentionné les chiffres, c'est quand même une énorme levée. Est-ce que tu pourrais partager avec nous la feuille de route qui a été déterminée avec ce fonds ? Enfin, ces fonds. C'est Co-Invest, j'imagine. Alors notre actionnariat, c'est essentiellement des fonds de pension aujourd'hui, et c'est Temasek. Et puis c'est Generation qui est un fonds ESG qui est connu pour avoir Al Gore comme président. Donc c'est quand même important parce que c'est des gens qui ont une valeur assez long terme, même très long terme. Et par ailleurs, les salariés, incluant mais pas du tout limités aux fondateurs, à peu près la moitié des salariés de FNZ sont actionnaires. Okay. Et le fondateur est encore un très gros actionnaire. D'accord. La feuille de route, c'est assez simple. On est dans un marché. Alors, le marché du wealth... il y a débat. Je demandais à ChatGPT ce matin et j'ai vu un chiffre plus gros que ce que j'avais jamais vu. Donc, je vais pas le ressortir parce que je crois qu'il me dit quelque chose comme 500 trillions ou quelque chose comme ça, ce qui me semble beaucoup. Mais si on reste pas très ambitieux et qu'on dit que c'est entre 150 et 300 trillions, donc FNZ aujourd'hui a de l'ordre de 1% de part de marché. Ce chiffre-là lui-même, d'ailleurs, il est pas très facile à cristalliser parce que... C'est difficile. Comment tu établis cette part de marché ? À quel niveau ? C'est-à-dire, moi, ce que je peux dire, la bonne métrique, en fait, pour la taille de FNZ, c'est les actifs administrés. Ouais. Donc ça, à date, sur nos plateformes complètement opérationnelles, il y a un peu plus d'1,5 trillion en euros. D'accord. Quand on regarde c'est énorme. C'est énorme. Ouais, alors justement, si tu penses à la place financière luxembourgeoise, c'est 5,3 trillions d'euros. Ouais, c'est quand même pas négligeable. Mais en même temps, tu vois, sur des hypothèses basses en termes de taille totale du marché du wealth, c'est 1% de part de marché, ou peut-être même pas. Ouais. Et alors en plus, dans ce chiffre, parce qu'on a beaucoup de clients donc qui ont signé avec nous, sur lesquels on est en train d'implémenter les plateformes, de transférer les données, donc ce chiffre, mécaniquement, il va devenir 2 trillions, 2,5 trillions dans pas très longtemps. Donc, pour revenir à la feuille de route, on a 1% de part de marché. Se dire qu'on pourrait avoir 4-5%. Why not ? On pense qu'on a un business model qui est pertinent. On est dans un environnement où il y a des besoins de digitalisation. Enfin, voilà, on est sur un marché qui lui-même globalement se porte plutôt bien. Voilà, donc la feuille de route, c'est assez simple. Voilà, mis à part en termes d'expansion géographique. Alors aujourd'hui, on doit être dans 26 pays. Ouais. Alors il y a certains marchés, il y a le marché UK sur un certain type de clientèle. C'est vrai qu'on commence à avoir une part de marché qui ne pourra pas doubler. Mais sinon, on reste un acteur qui est relativement petit dans un marché qui est très gros, qui est en croissance et avec finalement pas... Alors, il ne faut jamais dire qu'on n'a pas de concurrents, mais on a un business model qui est assez original, en tout cas. Tout à fait. Surtout quand on le déploie à travers tous les acteurs de l'épargne. Oui, donc on pense qu'on n'a pas trop de... On est vraiment dans une... L'enjeu pour nous, c'est l'exécution, la vision long terme, etc. C'est assez clair. Voilà. Ensuite, il faut exécuter. Et c'est vrai que notre système dans lequel on a... des bases de code mutualisées qui nous permettent d'être efficaces, mais qu'on doit néanmoins déployer pour personnaliser marché par marché, pays par pays, client par client. Il y a une vraie complexité. On a souvent tendance à se concentrer sur la partie informatique, le code, des jolies plateformes, etc. Et c'est essentiel, mais les migrations de données, c'est l'ordre de grandeur, c'est que c'est plus de la moitié d'un projet. Donc ça aussi, c'est un vrai savoir-faire, une vraie complexité. Et donc exécuter de façon cohérente, fiable, à travers beaucoup de pays différents, c'est un vrai challenge. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas trop mal. Ouais. Vous avez des clients très petits comme des clients très gros. Dans les gros clients, j'ai identifié Barclays par exemple ou AXA. Est-ce que tu peux nous prendre quelques beaux use cases sur vraiment des produits que vous avez déployés qui cartonnent dans ceux que j'ai cités ou d'autres
C'est difficile d'avoir de la donnée parce qu'on se développe très très rapidement, donc tu peux juger de ça au bout d'un certain temps. Il y a quand même des endroits, je te rassure, où la loi des grands nombres s'applique. Donc au Royaume-Uni, pour ceux qui ne connaissent pas, 60% de l'épargne, et c'est un gros pays en termes d'épargne, est contrôlé par les AFL, les CGP. Exact. Ces CGP travaillent sur des plateformes qui sont apportés par de grands acteurs. Donc tu avais AXA, qui l'a vendu depuis, qui est un acteur historique, tu as Aberdeen, tu as Aviva, Quilter, des gens comme ça. 60% des flux d'IFA au Royaume-Uni passent par des plateformes qui sont entièrement outsourcées à FNZ. Énorme. Voilà. Donc effectivement, c'est public. Il y a quelques années, on a voulu racheter une boîte qui avait une toute petite part de marché au UK et qui nous intéressait pour des business ailleurs, et ça a été bloqué par les autorités de la concurrence britanniques qui considéraient qu'on allait prendre une position dominante sur ce marché. Bon. Non, je dis ça parce que là, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a une antériorité parce que ça fait 15 ans qu'on fait ça. Il y a des gros clients, des plus petits clients. Et ce qu'on observe, c'est que nos clients croissent beaucoup plus rapidement que le marché. C'est factuel, hein, c'est démontrable, c'est reconnu par le marché. Et que, on voit très bien ceux qui sont sur notre technologie se développent plus vite, prennent plus de parts de marché, ont des NPS qui sont supérieurs. Enfin voilà, c'est pas uniquement une question de coût. On a quelques très gros wins dans les pays scandinaves. Donc par exemple, on refait une grande partie du stack de Swedbank. Donc là, on est beaucoup plus dans le mass market. On refait aussi, tu parlais de Barclays par exemple, pour de très grandes banques, on va faire ou pas faire une partie du mass market, mais on refait pièce par pièce la partie banque privée, voilà. Mais on a aussi... Géographiquement ou pas? Parce que le problème, et ce que moi je voyais, c'est que les banques, quand tu t'adresses par exemple à une banque en France et sa succursale ou sa filiale en Europe, en Belgique ou en Espagne, tu vas avoir en fait 3 banques complètement différentes. Comment vous adressez le fait que les banques soient vraiment régionalisées? Nous sommes au service de nos clients, Solène. Donc, non, mais c'est-à-dire que vous attaquez à une banque ou une région? Ça dépend beaucoup de leur architecture, en fait. C'est-à-dire que dans certains cas, il va y avoir, par exemple, une entité à Luxembourg ou une entité en Allemagne qui sert plusieurs pays européens. Donc il va toujours y avoir la nécessité de s'adapter à différents pays, mais on peut envisager en tout cas de mutualiser un certain nombre de process. Si notre client lui-même a la philosophie et l'organisation, ne serait-ce que juridique, pour qu'on puisse le faire. Dans certains cas, c'est plus facile, dans certains cas, c'est beaucoup plus compliqué. Très souvent, quand même, on reste sur les demandes qui nous remontent sont souvent très concentrées sur un pays, où il arrive à y avoir un pays dominant, et puis finalement, à partir de ça, si on peut bricoler quelque chose sur. Voilà. Mais je pense que le trend, effectivement, totalement indépendamment de ce qu'on peut faire, c'est pour nos clients d'essayer de mutualiser de plus en plus de choses. Mais enfin, on en parle souvent en Europe. C'est vrai qu'on a des marchés qui sont très fractionnés, des fiscalités différentes, des réglementations qui sont pas si propres que ça, des habitudes de fonctionnement radicalement différentes. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Ça reste donc notre savoir-faire, c'est plutôt de savoir mutualiser de façon très globale et bien au-delà des besoins de nos clients, des process de gestion et des briques de code, plus que d'arriver à pousser nos clients à avoir un stack commun à travers des pays où ils vont de toute façon avoir des demandes qui sont très diverses. Ouais. Alors, il y a un point qui est assez frappant chez FNZ, et pour toute société d'ailleurs à ce stade de maturité, c'est la stratégie d'expansion par croissance externe. Est-ce que tu peux revenir sur les principaux moteurs des acquisitions qui ont été faites ces dernières années, ces derniers mois, et comment elles s'alignent avec votre stratégie globale? Je pense qu'on n'a pas de religion, en fait. Il y a certains pays dans lesquels on a grandi de façon extrêmement réussie en croissance purement organique, exemple le UK, exemple les pays nordiques, des pays dans lesquels on a cru par croissance non organique. Oui. Déjà, il y a des concepts de base qu'il faut rappeler, c'est que
parfois il y a des cibles pertinentes et parfois il y en a pas. Donc déjà, peut-être commencer par là. Ouais. Mais donc quand on fait des acquisitions, il y a plusieurs cases à cocher. Alors dans un monde idéal, on en coche 3 ou 4, mais il va y avoir une technologie. Donc on a racheté par exemple Appway, qui est une boîte pas très connue du grand public, qui est une boîte suisse, tout à fait. qui a une technologie low-code, no-code pour les services financiers qui est absolument remarquable. C'est pas nous qui le disons, il y a tout un tas de banques privées notamment qui l'utilisaient. Donc là, on acquiert une technologie. Généralement, quand on acquiert une technologie, on acquiert des people qui sont pas mal. Et donc, par exemple, le fondateur d'Appway est devenu le CTO de FNZ. Ok. Et cette technologie, elle faisait très très bien ce qu'elle faisait pour des banques privées, mais on la développe beaucoup plus largement sur d'autres marchés. Et donc, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps dans la transformation de ce qui était du code en du no-code, et ça c'est très bien pour les banques privées, mais ça nous sert pour plein d'autres choses, y compris de plus en plus sur des process de back-office. Okay. Donc il va y avoir de la technologie. C'est un moyen pour vous d'innover, de faire ces acquisitions. Exactement, c'est un moyen d'innover. On acquiert des clients parfois, donc on a acquis un spin-off d'Irish Life en Irlande qui faisait de la gestion de police d'assurance vie pour certains marchés. Il y avait un book de clients qui était très intéressant, une technologie qui était ancienne, on savait qu'on allait avoir à la refaire. Donc on a rebâti complètement le stack. Et puis on avait des gens qui étaient de bons experts de ces métiers et qu'on est très content qui ont cru et embelli au sein de FNZ. Voilà, il y a toujours des clients aussi. Effectivement, on rachète généralement des contacts des clients. Alors dans certains cas, le fait d'avoir ce client-là, ça nous permet d'upseller sur du FNZ. Parfois, l'upsell n'est pas forcément évident, mais ça peut jamais nuire. Alors, tu as parlé de la tech, c'est intéressant parce qu'on peut se poser la même question au niveau de la régulation financière. Donc, acquérir des targets qui ont des agréments qui vous manquent, par exemple. Comment est-ce que chaque entité dont vous faites l'acquisition peut potentiellement avoir des agréments? Donc, comment est-ce que vous lissez tout ça? Parce que c'est, encore une fois, assez complexe à détricoter et retricoter. Bon, déjà, on a fait un certain nombre d'acquisitions. On n'en fait pas non plus 3 par semaine. Je pense que le point de départ, c'est que nous avons besoin d'entités réglementées dans toutes les zones où nous opérons. Donc c'est vrai que, par exemple, on a racheté une banque en Allemagne et puis une autre après, il y a 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus exactement. C'est vrai qu'on avait besoin, pour faire notre métier, d'une licence bancaire dans l'Union européenne. Donc, effectivement, racheter une banque et... Make sense. Voilà, c'est l'une des façons. Non, mais c'est l'une des façons. Dans d'autres cas, on a créé... par contre, on a créé un PSI irlandais à peu près de toutes pièces, par exemple. Donc voilà. Après, quand on achète une entité régulée qui, elle-même, opère dans un groupe qui a des entités régulées, il y a un peu de plomberie éventuellement, mais c'est pas un enjeu majeur pour vous. C'est pas un enjeu majeur. Et aujourd'hui, on a quand même l'histoire et la taille qui fait que, à ma connaissance, à peu près tous les marchés où on cherche à être présent, nous avons maintenant les agréments qui nous permettent de fonctionner. Ouais. Donc, du coup, le réglementaire, c'est plus vraiment une contrainte. Ouais. À la limite, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'avoir des entités réglementées en place, ça rassure les clients. Des entités réglementées, ça rassure les clients et ça permet de trouver les outils pour répondre aux besoins, à tous les besoins attendus et inattendus de nos clients. La feuille de route que toi tu as sur France Benelux, c'est quoi exactement ? Vraiment, il y a pas de. Il y a un focus sur certaines verticales, par exemple. Je sais pas, on attaque les métiers de l'assurance. Alors, je dirais pas qu'il y a un focus sur certaines verticales. Par contre, il y a une réalité de marché. Donc, par exemple, l'assurance vie en France, c'est 60% du wealth. Donc, effectivement, la part de l'assurance vie en France va être plus importante que dans certains autres pays que je respecte par ailleurs. Voilà. Ensuite, il y a certains types d'acteurs qui sont gros. Bon, en France, on a quand même 2 des plus grands asset managers européens. On a des très grandes banques de réseau. Donc, il y a clairement du mass market. Il y a également des banques privées. On a évidemment les assureurs. On a des CGP qui sont
en termes de taille relative dans le marché, sont pas très importants, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un marché qu'on connaît quand même relativement bien. Bon, on va dire que c'est peut-être 10% du wealth autour. Bon, ça doit faire quand même 300 milliards autour, donc effectivement pour 300 milliards, je me lève le matin, quoi. Tu vois, il y a quand même des choses à faire. Ensuite, on va voir par exemple que les néo-banques, néo-boîtes d'épargne avec lesquelles on peut travailler dans certains pays sont pas très grandes en France. Donc à date, c'est pas tellement une cible, mais c'est pas par idéologie, c'est juste parce que c'est à date la réalité du marché. Et c'est plutôt un marché qu'on va regarder en aidant des grandes banques, justement des belles marques, à créer des business units différenciantes plutôt que de parler à des acteurs indépendants. Ouais. Alors il y a aussi notamment sur certains acteurs comme tout ce qui est groupement de CGP, consolideur de marché de CGP. Évidemment, il faut qu'on séduise les clients, mais il faut aussi qu'on séduise leurs actionnaires. Donc quand il y a des marchés qui sont largement détenus par des private equity, généralement c'est des gens avec qui on s'entend bien. Et puis notre modèle de pricing dans lequel on met en place une plateforme pour un prix qui est forfaitaire et ensuite on fait du run, tout compris, y compris les évolutions réglementaires, fiscales, etc., compris dans le prix. Ça, c'est des choses que vous aviez ce modèle de... Oui, absolument. Ouais, c'est un modèle qui est très très simple. Assez unique, ouais. Et c'est assez unique. Et ça, pour un actionnaire en général et un fonds de PI en particulier, ça fait du bien. C'est quelque chose qui est... on va dire ça enlève quand même pas mal de... Ça enlève beaucoup de lignes à la feuille Excel, quoi. Tout à fait, et c'est vrai qu'il y a énormément en tout cas sur le marché français, pas mal de fonds qui font du build-up et qui rachètent des cabinets pour monter des gros acteurs en France et consolider le marché. Donc ça va totalement dans ce sens en fait. Simplification pour ces acteurs-là, ouais, exactement, de leur process. Alors, on sait tous, Pierre-Henri, que dans le wealth management, le sujet de personnalisation est assez sensible. Donc, jusqu'où vous allez dans la personnalisation des plateformes pour vos clients ? Il y a deux choses, en fait. Il y a la personnalisation de la plateforme pour notre client. Ouais. Et puis, il y a, et là je reviens à la vision qu'on a, c'est de permettre à l'investisseur final d'avoir un produit très personnalisé. C'est deux sujets qui sont liés, mais qu'on va prendre séparément. Notre promesse à notre client, c'est de lui créer une plateforme. En fait, c'est de lui permettre de créer sa plateforme. C'est-à-dire qu'il puisse... donc sa plateforme, ça veut dire... Évidemment, on pense aux interfaces, au fait d'être sur iPad et sur iPhone, etc. Ce qui est vrai, mais c'est avant tout de construire l'offre qu'il veut, de mettre à disposition de ses clients les enveloppes qu'ils souhaitent, tous les supports qu'ils pourraient imaginer, tous les modes de gestion qu'ils pourraient imaginer, d'exécuter par les canaux qu'il choisit, qui sont parfois des canaux internes ou parfois des canaux qu'il va nous demander de monter pour lui, etc., etc. Donc notre promesse là-dessus, c'est de lui dire, on sait faire pas mal de choses nous-mêmes. J'ai beaucoup parlé de low-code, no-code tout à l'heure. On va pouvoir configurer tout un tas de choses pour que même si tu as exactement la même offre que l'autre, ça ait un look complètement différent. Mais généralement, c'est pas du tout la même offre que l'autre, en fait, même s'ils sont tous les deux chez FNZ. Ça va être aussi de lui dire que comme on est une architecture informatique qui est moderne, donc apaisée, si tu as tel CRM dans le groupe, bien évidemment, tu vas vouloir l'utiliser et on l'interfacera avec nos solutions. Et si tu as besoin sur telle ou telle solution sur tel ou tel élément de ta chaîne de valeur pour ton client, si tu veux utiliser telle solution parce que ça fait 20 ans que vous l'utilisez, qu'on ne veut pas reformer les conseillers, ou bien parce qu'elle est top, ou bien parce que tu considères que notre truc c'est de la merde, etc. On peut, on sait le faire. Ouais. La limite de l'exercice, c'est que le business model de FNZ, où on a une seule entité contractante, un modèle de pricing qui est très clair, très simple et on voit une seule tête, si on commence à faire du best of breed et à rajouter des intégrations dans tous les sens, ça devient un monstre. Ça devient un monstre. Alors on peut le faire, mais c'est un peu dommage de ne pas profiter du modèle technologique. Et donc généralement, on se met d'accord pour dire qu'il y a certains trucs qui sont essentiels et totalement différenciants pour l'offre et qui peuvent très bien être outsourcés. Et puis ou pris chez des tiers et d'autres choses qui vont nous demander de développer, sachant que en plus c'est des décisions qui n'engagent pas. On signe des contrats relativement longs, mais c'est des décisions qui peuvent évoluer dans. On peut faire un choix aujourd'hui et faire un choix différent dans 3 ans en la matière. Donc ça, c'est la personnalisation des plateformes. Et puis nous, un truc. Alors c'est un peu une vision
Tout le monde n'est pas encore d'accord, on n'y est pas tout à fait, mais en tout cas, on apporte la capacité technologique à faire des portefeuilles totalement sur mesure pour quelqu'un qui a non pas 10 millions, alors je vais peut-être pas dire 10 000 euros, mais 100 000 euros. Quand je dis un portefeuille totalement sur mesure, c'est-à-dire que on va avoir, toujours, on va partir d'un portefeuille modèle en fonction des risques, etc. Mais on va avoir par exemple, des critères ESG, alors assez spécifiques. Ça, il y a certaines générations avec des lettres vers la fin de l'alphabet qui apprécient. Voilà, donc c'est pas juste es-tu ESG, c'est est-ce que tu es sensible au climat, à la diversité, etc., etc. Il y a une quinzaine de critères. Est-ce que par rapport à ça ou par rapport à autre chose, tu veux faire des exclusions, au contraire favoriser un type de titres, qui sont des choses qu'on peut facilement modéliser, ça n'a rien de nouveau. Ouais. La capacité à l'implémenter d'une façon qui soit compétitive et efficace, technologiquement, c'est pas trivial, mais ça, on sait le faire. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'une des visions qu'on a, de permettre à nos clients d'avoir une offre extrêmement personnalisée, donc même pour des clients qui vont être mass affluent. D'accord. Et donc, si je pars de ça comme vision, bien évidemment, on va pouvoir personnaliser à l'infini les capacités de la plateforme de nos clients. Alors, j'ai vu dans l'exécution, c'était quand même... pour l'avoir touché du doigt pendant quelques mois, l'exécution chez FNZ, c'est quand même... c'est hyper efficace, c'est assez marquant. Toi, tes apprentissages à titre personnel, après avoir navigué dans des grands groupes, est-ce que tu as quelques apprentissages clés que tu peux partager avec nous aujourd'hui sur le fait de bosser dans cette boîte ? Ouais, alors je trouvais qu'en fait, quitter un grand groupe bancaire pour rejoindre une start-up dans la technologie, c'était un peu facile. Donc j'ai attendu le Covid pour le faire en plus, pour que ce soit un vrai challenge. J'ai quand même dû apprendre un nouveau métier, parce que moi j'étais pas CIO ou CO dans la banque, j'étais plutôt sur les parties front, top management, etc. Alors même si j'avais une vraie appétence pour la tech, si je m'étais un peu sali les mains à faire du code, y compris assez récemment, etc. Mais quand même. J'ai toujours travaillé à cheval, je suis vraiment biculturel, UK, French. J'ai toujours travaillé à cheval entre les deux, depuis très longtemps. Mais finalement, j'étais à cheval entre des Anglais et des Américains, et des Français. Voilà, chez FNZ, c'est vraiment une boîte globale. Ouais. Et alors, ça a des côtés qui sont très sympas. Je suis pas le plus mal équipé, je pense, pour le gérer, mais c'est un vrai challenge. Et parfois, il y a des challenges très opérationnels. On est en train de faire une acquisition. Le responsable de l'intégration, il est basé en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc c'est juste. On s'appelle quand ? Comment ? Voilà, exactement. Voilà. 3h du matin. Il y a des aspects comme ça, mais qu'on n'avait pas l'habitude de gérer. Oui, 5 heures de décalage avec New York, c'est bon, mais voilà. Ouais. C'est culturellement hyper divers et avec en plus, mais c'est pas complètement global partout. C'est-à-dire que par exemple, on a 1200 personnes en Allemagne, on a racheté 2 banques allemandes, donc on est, il y a des îlots qui sont très très, je dirais, homogènes culturels, des endroits où c'est totalement hétérogène culturellement. Pour moi, c'était ça, c'est une expérience passionnante. Et puis, c'est sympa d'être dans une boîte qui est hyper entrepreneuriale, avec un chef qui connaît hyper bien le business. Et qui est actionnaire. Qui est actionnaire, oui, donc ça, l'élément d'intérêt, il n'y a pas tellement de problème. Ouais. Et qui est très accessible, probablement trop d'ailleurs, donc ça a de mauvais côtés, mais ça a de très bons côtés, c'est-à-dire qu'on peut se mettre d'accord, tiens, on va faire ça, on va racheter telle boîte, on va mettre 6 mois à l'implémenter, mais voilà, on sait où on va et on peut décider ça sur des modes. Donc c'est beaucoup moins codifié que ce que j'ai pu voir par le passé. Et puis on a également des modes d'intervention qui sont très pragmatiques et très ouverts. C'est-à-dire qu'il nous arrive par exemple, on implémente une plateforme chez un client, mais on ne va pas se faire payer en cash, on va se faire payer en capital. Ouais. Voilà, si ça fait du sens, ça c'est hyper agréable d'avoir un truc, si tu veux, où tu n'es pas trop enchaîné par trop de régulation ou trop d'habitudes de travail ou un actionnaire machin. Si ça fait du sens de fonctionner comme ça, même si c'est un peu inhabituel, un peu à l'arrache ou
Oui, tu sais, dans notre marché, à Paris, il y a un certain truc qu'on a besoin de faire, qu'on n'a pas l'habitude de faire. On peut bouger rapidement. Ça, c'est hyper sympa. Super. Quel livre tu nous recommandes pour conclure la discussion ? Alors, comme il m'arrive d'écouter tes podcasts, je savais que la question allait venir. Logique. Alors, je vois que souvent, les gens que tu interviews vont avoir des sujets assez tech, etc. Pas forcément. J'ai eu le Comte de Monte Cristo, tu vois. C'est ça, oui. Ah, mais ça, je suis en train de le finir, là. Enfin, de le refinir, etc. Non, moi, un bouquin qui m'a beaucoup marqué, qui est pas jeune, qui doit avoir une 20 ou 25 ans, et que j'ai découvert récemment, c'était The Making of the Atomic Bomb, de Richard Rhodes. Et j'ai trouvé ça passionnant au début parce que c'est une façon de... En fait, j'aurais dû faire de la physique théorique et je l'ai pas fait et je suis toujours frustré. Voilà, c'est ça. FNZ me laisse pas le temps. Mais j'ai trouvé ça passionnant au début parce que, en fait, on refait un peu l'histoire de la physique. De la physique à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et puis en même temps, professionnellement, on est un peu amené à gérer des projets. Donc, quand on voit le projet Manhattan, si tu veux, ça te donne une certaine humilité. J'imagine. Et voilà. Et il y a plein de choses. Et l'une des choses que je trouve passionnantes, c'est la capacité, en fait, à rassembler the best of the best de façon globale. Je trouve ça absolument fascinant et c'est raconté d'une façon qui est exceptionnelle. Merci beaucoup, Pierre-Henri. À bientôt. Merci, Solène. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!